Évidemment, on va avoir pour... installez-vous, Monsieur le ministre, on va vous garder quelques instants avec nous. Le président de l'Institut Amadeus, Monsieur Brahim Fassiferi, et nous allons... Je vais vous proposer de faire cette séance en deux parties. Monsieur le ministre, je sais que vous avez un engagement après. On va vous donner la parole. Absolument. Et c'est extrêmement important. Ben oui. Moi, je sais déjà que vous allez faire des propositions. Je les connais. Hein. Ah, moi, je les connais. Vous devez juste signer sur les montants. Moi, je les connais. Vous savez que dans nos pays, la paix sociale est quelque chose d'important. Et vous savez qu'on est fin avril. Et qu'après fin avril, il y a le 1er mai, que c'est la fête du travail. Et donc, absolument. Et le muguet, il faut faire des cadeaux aux partenaires sociaux pour que la paix sociale soit durable. Et je suis extrêmement sensible. Voilà, comme ça, on se parle très clairement chez nous. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, compte tenu du contexte et de la charge que vous avez. Je vais vous proposer de faire deux choses. Nous allons vous donner la parole. Vous allez partager avec nous votre vision sur le sujet. Nous allons vous libérer, Monsieur le ministre, et vous laisser aller à vos missions extrêmement importantes ce soir. Et nous allons ensuite faire un échange avec M. le ministre Nsou et instaurer un débat entre nous. À vous la parole, Monsieur le ministre, si vous voulez bien, pour votre allocution. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bien entendu, j'aurais aimé rester un peu plus pour interagir avec vous sur vos questions, sur un sujet extrêmement passionnant. Je voudrais d'ores et déjà féliciter Brahim Fassiferi, président fondateur de l'Institut Amadeus, pour son invitation et vous délivrer mon speech. D'abord, je voudrais vous féliciter pour ces débats. J'ai eu écho des débats fructueux lancés lors de ce premier round du cycle triennal du GGC Emerging Africa et qui sont appelés à se poursuivre dans les 2 prochaines années à Abidjan et à Dakar, apporteront, j'en suis persuadé, une grande richesse à la réflexion menée actuellement sur les voies et les moyens à même de faire réussir l'émergence de l'Afrique en tant que pôle de croissance mondiale. Aussi, en guise de contribution à cet important débat, permettez-moi de partager avec vous ce que j'appelle la stratégie de positionnement de notre pays en tant que hub régional au service du co-développement et de co-émergence économique du continent africain. Le Maroc n'a cessé depuis son indépendance de réaffirmer son identité africaine en plaçant le continent au cœur de ses choix stratégiques. Il a toujours accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec ses frères africains à travers la consolidation de ses relations politiques et l'établissement de partenariats diversifiés et féconds, fidèles en cela aux liens historiques profonds qu'il entretient avec ces pays. Aujourd'hui, sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, cette vocation africaine a pris une nouvelle dimension en s'inscrivant dans le cadre d'une vision long terme qui s'appuie sur les vertus de la coopération sud-sud et sur l'impératif du développement humain dans l'établissement de rapports économiques équitables, justes et équilibrés. Il me plaît de répéter ce qu'a dit mon ami M. Ben Barka, le ministre malien des investissements extérieurs, je pense qu'il est parti, non, il est là-bas, qu'effectivement toute la problématique, c'est comment faire la croissance, comment réaliser de la valeur ajoutée, mais surtout, et c'est là la grande équation, comment cette croissance puisse toucher et concerner l'ensemble de la population. Je crois que c'est le point de départ de toute la politique de développement humain que Sa Majesté le roi Mohamed VI a initié dans notre pays et que notre pays est prêt à partager avec l'ensemble des pays du continent. Cette vision royale a été clairement explicitée dans le discours historique prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, devant le Forum économique maroco-ivoirien le 24 avril à Abidjan. Les différentes visites officielles effectuées dans plus d'une douzaine de pays africains et la dernière tournée royale en Afrique témoignent de l'engagement sincère de notre souverain en faveur du continent, un engagement qui embrasse désormais tous les domaines, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels ou spirituels. Excellences, mesdames et messieurs, le choix de l'ancrage africain pour notre pays s'inscrit en parfaite adéquation avec la reconfiguration actuelle de l'économie mondiale, marquée par le rattrapage économique des pays émergents
où notre continent est appelé à se positionner en tant que nouveau pôle de croissance mondiale. Le résultat économique enregistré durant les dernières décennies et les bonnes perspectives qui se dessinent nous invitent à prendre la mesure d'une émergence en cours qui prend appui sur les fondations solides qui ont montré leur résilience face à la crise économique récente. En effet, le rythme de croissance sur la dernière décennie s'est élevé à une moyenne dépassant les 5% par an pour l'ensemble du continent, soit 2 fois plus que la moyenne des années 90. Cette croissance soutenue que le continent a connue devrait se poursuivre et passer à 6% cette année. Ce processus irréversible ne saurait être pérennisé et renforcé sans une transformation structurelle et d'une diversification des économies africaines vers des activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu technologique. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en œuvre une coopération sud-sud renforcée et de construire des espaces régionaux qui sont à même de permettre à nos marchés de créer des économies d'échelle et d'atteindre une taille critique pour opérer ainsi le repositionnement international souhaité. À cet égard, la dimension économique de la vision royale pour le développement du continent africain ambitionne d'ériger notre pays en hub régional au service du co-développement dans les différents domaines clés pour notre avenir commun, lesquels domaines ont été largement débattus pendant ces 2 jours de conférences réussies, à savoir la sécurité alimentaire, les infrastructures, la bancarisation et l'inclusion financière, les énergies renouvelables et la croissance verte. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous les principaux points d'ancrage de la stratégie économique que déploie notre pays. Au premier point, l'opérationnalisation du réseau d'accords commerciaux pour faire du Maroc une plateforme d'échanges commerciaux. Notre pays met à la disposition de tous ses partenaires africains la possibilité d'exploiter le réseau d'accords commerciaux préférentiels qu'il a tissé au fil des ans sur les plans bilatéral, régional et mondial. À ce niveau, j'aimerais rappeler que l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en faveur des 34 pays les moins avancés d'Afrique, en vertu de laquelle une liste de produits de base originaires de ces pays est exonérée totalement des droits d'importation depuis le 1er janvier 2001, ce qui a permis de continuer ou de contribuer au renforcement de l'intégration commerciale africaine. De même, le Maroc a conclu avec les pays africains 14 accords commerciaux bilatéraux du type NPF, nation la plus favorisée, et 6 conventions commerciales et tarifaires. Notre pays œuvre également pour la promotion des relations de coopération avec les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et négocie actuellement des accords de partenariat stratégique, incluant la mise en place progressive des zones de libre-échange avec la CEDEAO et le CEMAC. Le résultat de ces accords et des efforts conjugués de part et d'autre a été la hausse des échanges commerciaux qui se sont situés à plus de 36 milliards de dirhams en 2013. Le deuxième point d'ancrage concerne l'amélioration continue du cadre d'investissement vers et en provenance de l'Afrique. En effet, le Maroc a développé un large réseau d'accords internationaux de protection et de promotion des investissements à caractère bilatéral et régional, soit 68 accords d'investissement, dont 64 accords bilatéraux et 4 accords régionaux. Il occupe, de ce fait, en termes d'accords signés, une place de leader dans le continent. Sur les 64 accords bilatéraux, 17 accords de promotion et de protection des investissements ont été signés avec les pays africains. Par ailleurs, le Maroc a conclu 51 conventions de non-double imposition avec le reste du monde, dont 11 conventions avec les pays africains. De même, le gouvernement a mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2011, des mesures concernant les procédures de change afin de soutenir les investissements marocains au niveau du continent africain en relevant le plafond de l'investissement exempté d'autorisation. Tous ces accords et mesures de facilitation ont permis un accroissement significatif des flux des IDE marocains à destination des pays africains. Le continent est aujourd'hui destinataire de plus de la moitié des capitaux marocains destinés à l'étranger, ce qui positionne le Maroc comme deuxième investisseur africain sur le continent après l'Afrique du Sud. Ces investissements qui se caractérisent par une diversification sectorielle de plus en plus tournée vers les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les BTP, TIC, énergie et mines, industrie pharmaceutique, enseignement supérieur et privé,
Il s'accompagne d'un transfert de l'expertise et du savoir-faire marocain. Troisième point d'ancrage, un ancrage financier fort en Afrique et un hub financier qui va desservir la région. 3 des plus grandes banques commerciales marocaines sont présentes aujourd'hui dans une vingtaine de pays du continent et contribuent directement au développement du système financier africain en réalisant 50% des flux d'investissement opérés en Afrique subsaharienne durant la dernière décennie. La présence des banques marocaines permet de faciliter davantage le rapprochement entre les acteurs économiques et les autres secteurs de notre continent et contribue ainsi à renforcer les échanges commerciaux et les mouvements de capitaux au sein du continent africain. À cette occasion, il est important de souligner l'ambition actuelle de notre pays d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération avec les pays africains à travers la place financière de Casablanca, qui devrait contribuer à drainer les flux financiers internationaux vers notre continent et jouer le rôle de point d'entrée privilégié des grandes multinationales à la recherche de relais de croissance. Ce positionnement régional prend également appui sur la présence des sociétés d'assurance marocaines en Afrique, ainsi que sur l'ambition de faire de la Bourse des valeurs de Casablanca une plateforme en cotation et de transactions pour la région. La réussite de l'intégration financière constitue sans nul doute le premier jalon pour une intégration régionale plus globale, permettant à notre continent de réussir son émergence. Quatrième point d'ancrage sont les infrastructures au service de la compétitivité régionale et internationale des entreprises africaines. La RAM, Royal Air Maroc, qui assure aujourd'hui plus de 23 liaisons régulières entre Casablanca et d'autres cités du continent, continue sa stratégie de développement des réseaux aériens, érigeant le Maroc en un véritable hub africain ouvert sur l'Europe et l'Amérique. Ainsi, le Maroc, grâce au port de Tanger, grâce au port de Tanger-Med, qui est situé sur la seconde voie maritime la plus fréquentée au monde, opère sur tous les types du trafic, est-ouest et nord-sud, pour desservir actuellement, et je dois vous avouer, quand j'ai appris le chiffre, j'étais moi-même surpris. Le port de Tanger-Med dessert régulièrement 20 pays africains, avec 34 liaisons hebdomadaires. 34 liaisons de Tanger-Med vers l'ensemble des pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà là une belle opportunité, une belle occasion pour développer davantage les échanges commerciaux entre le Maroc et l'ensemble de ces pays. Au niveau des télécommunications, l'opérateur marocain Etisalat Al-Maghrib est présent ou en cours d'implantation et de prospection très sérieuse dans environ 11 pays africains. Cinquième point d'ancrage, une coopération triangulaire favorisant le transfert de technologies et de savoir-faire. Le Maroc continue à être pionnier dans la coopération triangulaire avec les pays africains. En effet, ce schéma de coopération qui facilite la conjugaison des efforts et l'optimisation des moyens et mettant à profit des profits d'aide internationaux a permis à notre pays de mettre au service des pays africains frères le capital de crédibilité et de confiance dont il jouit auprès de ses partenaires et de partager ses expériences et son savoir-faire. Dernier point d'ancrage est au cœur de notre stratégie, c'est celui de l'investissement dans le capital humain. Une place importante est accordée au développement du capital humain africain, qui joue et jouera un rôle déterminant dans l'avenir de notre continent. L'approfondissement de la coopération universitaire et culturelle entre le Maroc et les pays de l'Afrique est de nature à apporter un enrichissement durable et un rapprochement culturel favorisant le renforcement des liens entre les peuples et à encourager les flux d'investissement et de partenariat. Ainsi, sur le plan de la coopération universitaire, le Maroc a triplé ces 5 dernières années le nombre d'étudiants étrangers sur son sol pour atteindre environ 7500 étudiants, dont 68% sont en provenance d'une quarantaine de pays du continent. J'avoue que là, il y a un effort effectivement à faire et il y a une volonté aujourd'hui du gouvernement d'aller encore plus, de faire encore plus en faveur de la formation du capital humain et de la formation des étudiants en provenance des pays d'Afrique subsaharienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, la dernière visite royale en Afrique donne une nouvelle dimension à cette vision stratégique et offre des opportunités d'impulsion inégalées à la coopération du Maroc avec l'Afrique. Elle a ainsi élargi le champ d'intervention des opérateurs marocains à des secteurs variés qui émergent en besoin imminent d'économies en pleine mutation. Plus de 90 accords de partenariat,
reflétant les fondements de la vision royale pour la promotion de coopération sud-sud et la consécration de la dimension africaine du royaume ont été signés lors de le dernier voyage de Sa Majesté dans 4 pays d'Afrique subsaharienne. La sécurité alimentaire a également constitué un nouvel axe stratégique de cette coopération, à travers la conclusion d'accords pour la fertilisation des terres agricoles. C'est un accord qui a été signé à l'occasion, bien sûr, de Siam avant-hier, donc un accord de partenariat pour la mise à disposition par le Mali de plus de 10 000 hectares de terres fertiles en faveur du Maroc pour des investissements directs dans le secteur agricole. Ceci viendrait s'ajouter à l'accord de partenariat stratégique signé entre l'OCP et le Gabon pour la réalisation ou la fabrication de plus de 2 millions de tonnes d'engrais par an à forte teneur en phosphate et en ammoniac qui seront produits et acheminés en priorité vers les pays africains à l'horizon de 2018. Mesdames et messieurs, au terme de mon intervention, je sais qu'elle a été assez longue, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, nous sommes devant un grand défi, celui d'être encore plus dynamique, plus innovant, plus solidaire pour libérer le potentiel considérable que recèle notre continent. Les grands opérateurs privés doivent renforcer encore plus leur rôle, en parrainant le tissu de PME marocaines au savoir-faire diversifié et en exploitant des nouveaux segments en phase avec les tendances mondiales. Le secteur public compétent est aussi amené à être plus efficace et plus performant pour accompagner cette dynamique. Dans ce sens, la démultiplication des partenariats publics-privés sud-sud et les transferts d'expertise et de technologies revêtent une importance clé pour permettre à l'Afrique de compter sur ses potentialités et de se prendre en charge. Je ne saurais conclure sans rappeler un des messages forts du discours d'Abidjan de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, et je cite Sa Majesté, « L'Afrique est un grand continent, par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Si le siècle dernier a été celui de l'indépendance des États africains, le XXIe siècle devrait être celui de la victoire des peuples contre les affres du sous-développement, de la pauvreté et de l'exclusion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Vous êtes dans les temps, Monsieur le Ministre? Bon, on va en profiter. 1 ou 2 questions. Ben oui. Après, on va avoir le temps de discuter avec Dionys Insous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce bel argumentaire que vous avez développé sur l'intérêt d'une intégration sud-sud. J'ai envie de dire merci en particulier, de rappeler, parce que vous ne vous êtes pas fait de cadeau, de dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les talents en Afrique. Et ça, c'est un sujet auquel je suis personnellement très sensible, j'apprécie, parce que sans les talents, on ne pourra pas faire la croissance. Qu'est-ce que, d'après vous, nous devrions faire de manière humble, simple, modeste, pour que nous travaillions encore plus vite ensemble à l'échelle africaine? D'abord, définir les priorités. Je pense qu'il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est une dimension investissement, j'allais dire, ce n'est pas le mot business. Comment des opérateurs privés marocains peuvent s'installer, s'implanter dans un certain nombre de pays africains, mais pas en mode conquérant ou en mode coût, faire des coûts. Je pense qu'aujourd'hui, avec les investissements qui se réalisent, je l'ai cité dans mon mot d'introduction, mon discours, les banques, les assurances, les télécoms, ce sont des investissements directs d'opérateurs sur place qui emploient, bien entendu, la jeunesse donc des pays d'implantation. Il ne s'agit pas pour nous, bien entendu, des Marocains qui vont travailler dans ces pays, mais c'est dans les entreprises du pays, de droit malien ou de droit gabonais, qui emploient cette jeunesse, donc qui contribuent à la croissance, qui contribuent au développement, donc une dimension privée. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que nous avons des champions nationaux qui ont la prétention, qui ont suffisamment réussi
au Maroc et qui peuvent avoir la possibilité de réussir ailleurs, sous d'autres cieux. Et je crois que tout ce qui aujourd'hui s'opère dans ces pays-là, dans divers secteurs, je ne vais pas les citer parce que je vais certainement en oublier, se passe de manière satisfaisante. Il s'agit de faire mieux, de faire plus, de prospecter de nouveaux secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, au niveau des mines, au niveau, bien entendu, des infrastructures, il y a encore beaucoup de choses à faire en partenariat privé-privé. L'autre dimension, c'est de gouvernement à gouvernement. Et je pense de manière concrète, et c'est l'expérience, l'enseignement que j'ai pu tirer en ayant l'honneur d'avoir fait partie de ce voyage, la tournée royale, donc dans ces 4 pays, bien entendu, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, son discours passe. Pourquoi il passe? Parce que les problématiques dans ces pays, nous les avons connues, et parfois nous les connaissons encore. Quand on parle de l'eau, la problématique de l'eau, quand on parle de la problématique d'infrastructure, quand on parle d'un certain nombre de politiques publiques, ben nous y sommes déjà. Et je pense que cette expérience récente du Maroc de gérer, et j'allais dire de dealer avec ces problématiques, trouve un écho favorable parce que nous parlons des choses concrètes et nous parlons de solutions que le Maroc, disons, actuellement, expérimente ou exécute. Et je pense que là, c'est une voie extrêmement importante de consolider cette coopération. Donc, d'arriver pour aider ou contribuer à structurer des programmes de développement, à structurer des politiques publiques, à apporter une certaine valeur ajoutée en matière d'études, tout genre, d'études techniques, d'études économiques. Et je pense que c'est là un besoin, bien entendu, pressant et un devoir pour notre pays d'accompagner justement ces pays africains dans ce domaine. J'aimerais vous poser une dernière question en vous remerciant du temps que vous passez avec nous, qui concerne, j'ai bien compris, les 2 dimensions, hein, privé-privé, État-État ou gouvernement-gouvernement pour réaliser ensemble. J'aimerais vous demander, est-ce que nous pouvons aussi imaginer des joint ventures entre entreprises africaines et des développements ensemble sur des marchés, y compris en ouvrant nos marchés à nous, à des investisseurs, pour qu'on consolide ensemble sur des tailles de marché plus importantes, le Maroc, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Je veux dire par là, pas simplement nos investissements ailleurs, mais des investissements ensemble, en commun. J'ai envie de dire un Marocain béninois, un Marocain kényan. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. C'est tout à fait. C'est le sens même du partenariat. C'est le sens même du partenariat, d'un partenariat juste, d'un partenariat efficace et d'un partenariat crédible. Je dirais même, bien entendu, l'Afrique a un besoin énorme, même si, bien entendu, l'Afrique dispose de suffisamment de ressources naturelles. Et Sa Majesté le Roi, quand il avait prononcé ce discours d'Abidjan, il avait cité 2 choses. Il avait cité la coopération sud-sud, aujourd'hui bien assimilée, cette coopération innovante, tournée vers l'humain, qui met à pied d'égalité les grands projets structurants dont l'Afrique a besoin, mais également les petits projets. Et Sa Majesté a donné le signal, parce que lors de cette tournée, il a inauguré, je me rappelle, un centre de lutte contre le cancer, des choses qui concernent la population. Mais également, le deuxième message dans ce discours, c'est la coopération triangulaire. Le Maroc aussi a des besoins, hein, sachant, je veux dire, c'est pas un secret. Nous avons des besoins également d'investissement, nous avons des besoins de développement, mais nous avons, par notre expérience, par notre vécu, développé des partenariats avec les pays du Golfe, avec les pays européens, avec les pays américains, avec les pays asiatiques, où ces pays disposent, bien entendu, de technologies, disposent de puissance financière, disposent bien sûr d'arguments, et ils ne savent pas aujourd'hui, et ça c'est une forte demande, ils ne savent pas comment s'introduire, s'implanter. Donc le Maroc s'impose aussi en tant que, j'allais dire, facilitateur pour aller, le Maroc avec
son expertise, son savoir-faire, et ces pays occidentaux, avec leur technologie, leur puissance financière, nous pouvons aller ensemble pour régler des problématiques ou agir sur des problématiques dans des pays donc, du continent. Voilà un peu le sens et la philosophie de cette coopération multidimensionnelle et multisectorielle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais, juste avant de vous libérer, demander à la salle de vous applaudir et de vous remercier. Merci beaucoup.